Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette table ronde sur un sujet qui sent un peu le soufre. Cryptoactifs, la monnaie du futur, point d'interrogation. Le sujet sent un peu le soufre car la monnaie joue un rôle majeur dans l'économie et elle est remise en cause, peut-être avec les cryptoactifs, les crypto-monnaies, comme jamais sans doute depuis le Moyen-Âge. Le thème général des GECO cette année, c'est Vieux monde et Nouveaux démons. Et là, nous allons savoir si... Non, Vieux démons et Nouveau monde, justement. Et là, on va peut-être parler de Vieux monde et de Nouveaux démons. Je vous laisse réfléchir autour de ça et vous poser la question à la fin de la session. Je m'appelle Jean-Marc Vittori, je suis éditorialiste au quotidien Les Échos. Dans mon quotidien économique, le mot crypto-monnaie, j'ai compté, apparaît au moins une fois par jour dans le journal. Donc c'est une préoccupation permanente. Et comme on est dans un domaine qui est encore très mouvant, je vais tout de même d'abord définir de quoi on parle, car il y a différentes formes de crypto-monnaie où le terme de crypto-monnaie, crypto-actifs, est appliqué à des concepts qui sont en fait assez différents. Au départ, il y a près de 20 ans, il y a une crypto-monnaie, c'était une monnaie numérique qui existait uniquement à travers un réseau d'ordinateurs décentralisés. Donc quelque chose de radicalement nouveau qui n'a jamais existé dans l'histoire, sans banque, sans banque centrale pour gérer le système et sans aucune garantie financière derrière. Sa valeur dans une monnaie classique, comme le dollar ou l'euro, est uniquement déterminée par le jeu du marché. Le modèle, c'est bien sûr le Bitcoin, qui a été lancé juste après la faillite de la banque Lehman Brothers en 2008. Et ce n'est pas un hasard, car à ce moment-là, les banques centrales faisaient des interventions massives qui ont amené certains à se poser des questions sur la valeur de la monnaie. 17 ans plus tard, son créateur n'est toujours pas connu. Et sa valeur s'est envolée. J'ai calculé, si j'avais dépensé 1 000 € en Bitcoin la première fois que j'ai employé le mot dans le journal, je serais aujourd'hui millionnaire. Mais évidemment, comme la valeur bouge tous les jours, et parfois fortement, ce n'est pas très pratique pour acheter sa baguette. C'est pourquoi beaucoup d'observateurs préfèrent parler de crypto-actifs. Le Bitcoin serait surtout un placement spéculatif. Donc première signification du mot crypto-monnaie, c'est cette forme de monnaie. Et un deuxième type est apparu en réaction en 2014. C'est toujours une monnaie numérique, mais avec deux différences essentielles par rapport au Bitcoin et ses nombreux cousins. D'abord, sa valeur est en principe stable, garantie par des actifs traditionnels, comme par exemple des obligations du Trésor américain, et sa gestion, là, est centralisée. Donc on revient à une forme centralisée de gestion de la monnaie. Le premier grand projet qui a finalement échoué avait été lancé par Facebook. Et vu la puissance de ce géant numérique, ça avait beaucoup secoué les banques centrales qui se sont mises à travailler très fort sur le sujet. Aujourd'hui, les deux principaux stablecoins sont adossés au dollar. C'est le USDT qui a été lancé par la firme Tether et le USDC qui est promu par la firme Circle. Les encours dépassent les 300 milliards de dollars, ce qui est à la fois beaucoup et peu. Et ça pourrait beaucoup progresser car l'administration Trump y est très favorable. On y reviendra, j'imagine, dans la discussion. Donc des monnaies décentralisées, des monnaies centralisées par des acteurs privés. Et donc tout ça a poussé les banques centrales à lancer des projets de MNBC, CBDC, monnaie numérique de banque centrale. La Chine est très avancée dans le processus. La Banque centrale européenne est en phase d'expérimentation. Elle a communiqué la semaine dernière sur le sujet. Elle prévoit un lancement en 2029. Et des dizaines d'autres banques centrales dans le monde travaillent sur des projets de monnaie numérique. Ce qui nous ramène à notre question du jour, la crypto, est-ce l'avenir ou non de la monnaie ? Nous avons 5 intervenants, dont une en ligne en principe bientôt pour répondre à cette question. Et vous pourrez aussi poser vos questions via SMS avec un numéro qui va s'afficher régulièrement ici, question que je pourrais prendre avec la tablette. Je voudrais commencer par une question simple. D'abord, à quoi peut servir une crypto-monnaie ou un crypto-actif ? Quel est son avantage comparatif par rapport aux monnaies traditionnelles? Et je vais commencer avec Céline Antonin. Céline, tu es membre du Conseil scientifique, coprésident du Conseil scientifique des Journées de l'économie. Tu es à l'origine de ce débat à propos d'une question existentielle, sur laquelle tu as publié un livre avec ta mère, Nadia, Cryptoactif, une menace pour l'ordre monétaire et financier, chez Economica.
avec une préface écrite par l'autre coprésident du Conseil des échos, Philippe Aghion, qui a été depuis distingué par un prix fameux. Et tu es aussi économiste senior, il faut dire le titre, à l'OFCE. Alors, avant de parler de la menace, on va en parler, mais pourquoi les crypto-monnaies ne sont-elles pas des monnaies comme les autres et en quoi peuvent-elles être utiles ? Alors, bonjour à tous. Merci Jean-Marc pour cette introduction. Donc, je dirais que les crypto-actifs, alors c'est vrai qu'on verra au fil de la discussion pourquoi je préfère parler de crypto-actifs, parce que c'est vrai que je considère que c'est un actif financier et que ce n'est pas proprement parlé une monnaie. Bon. En fait, je pense que ce qu'ils introduisent, effectivement, c'est une innovation, c'est l'innovation de la blockchain, de la chaîne de blocs, effectivement, sur laquelle est basé les premiers cryptos, notamment le Bitcoin. Et donc, cette innovation qui, en fait, est assez prometteuse, parce qu'elle est utilisée dans le domaine juridique. Alors, la chaîne de blocs, en fait, il faut le voir un peu comme un moyen d'avoir un grand registre sur lequel vous pouvez enregistrer l'ensemble de vos transactions. C'est le principe, justement, de base du Bitcoin, sur lequel vous avez comme ce grand registre, donc sur lequel vous pouvez avoir toutes les transactions qui restent écrites et que rien ne peut effacer ou falsifier. Donc c'est l'idée originelle. Mais je pense ce qu'il faut rappeler aussi, c'est un peu la philosophie qui a présidé ces crypto-actifs. Et c'est qu'en fait, c'est une idée qui vient du fait que vous aviez un interventionnisme important des banques centrales et vous avez eu un interventionnisme important à l'issue de la crise des subprimes de 2009. Et à ce moment-là, vous avez un certain nombre de personnes qui se sont dit en fait, on ne veut plus de l'interventionnisme des banques centrales, ça nous a entraîné des crises, et donc, en fait, on voudrait sortir la monnaie des mains justement, des banques centrales, avec l'idée qu'il fallait que, justement, que ce soit un système sur lequel il n'y ait aucun tiers de confiance et il n'y ait aucun acteur un peu type, justement, banque centrale. Alors, vous avez une inspiration économique plus ancienne, certains citent Friedrich von Hayek, justement, avec son idée de sortir, justement, de cette monnaie d'un acteur monétaire. Alors, on verra pourquoi, moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Je pense qu'au contraire, la banque centrale a tout son rôle à jouer et pourquoi c'est un tiers de confiance important. Mais c'est quand même ça, la philosophie qui sous-tend, justement, les cryptos. Et je dirais que c'est une idée un peu qui va de pair avec une forme d'anarchisme un peu politique. On rejette un peu l'État, on rejette la banque centrale, et on a l'idée de sortir justement la monnaie des mains des gouvernants. Et c'est d'ailleurs ce qui a présidé à l'idée du Bitcoin, à l'idée de l'Ether et donc de ces premiers cryptos. Alors après, c'est vrai que l'idée est un peu différente avec les stablecoins, justement, avec les cyberjetons indexés. Puisque là, en fait, on revient à une gestion centralisée, puisque tu l'as évoqué, c'était d'abord l'idée des GAFAM, et ensuite l'idée des entreprises comme Tether ou Cycle. Donc là, on revient sur une gestion centralisée par une entreprise. Donc on s'est éloigné de cette idée originelle. Mais en tout cas, voilà, pour moi, c'est cette innovation qui est présidée par une idée politique assez forte. Et donc, à quoi ça peut servir ? Qu'est-ce que ça peut faire qu'une monnaie traditionnelle ne peut pas faire ? Alors, qu'est-ce que ça peut faire qu'une monnaie traditionnelle ne peut pas faire ? Alors, a priori, déjà, je pense que ça n'a pas tout à fait les fonctions de la monnaie, mais ça, on y reviendra. Je dirais que c'est vraiment l'idée d'un réseau de pair à pair, donc qui ne passe pas par cet intermédiaire, par ce tiers de confiance, mais après, la fonction, la fonction est un peu la même. Alors même si, pour moi, on n'a pas les caractéristiques d'une monnaie, parce que justement, on verra, je pense tu veux que je développe, ou peut-être qu'on reviendra sur les trois fonctions de la monnaie qui ne sont pas forcément garanties par les cryptos. Mais en tout cas, pour moi, ça n'a pas une utilité autre que celle d'être un actif financier spéculatif. Et je pense que, justement, c'est vraiment pour moi la morale qu'il faut en tirer, c'est que c'est pas l'idée de rejeter en bloc ce que sont les cryptoactifs, mais c'est que ça doit rester un actif financier et ça ne saurait assurer la fonction de monnaie et de confiance. En revanche, ça peut être effectivement un moyen comme vous pourriez parier sur, je sais pas, sur des barils de pétrole ou autre. Voilà, ça peut être un moyen de spéculer à la hausse ou à la baisse, mais avec tous les risques que ça comporte. Et je pense qu'il faut surtout être très conscient de ces risques. Merci Céline. Donc, deuxième intervenant, Jean Tirole. Jean, tu es président honoraire de la Toulouse School of Economics. Tu as reçu il y a un peu plus de 10 ans le prix de la Banque de Suède en sciences économiques, en mémoire d'Alfred Nobel. Tu as travaillé sur beaucoup de sujets, mais tu as beaucoup travaillé sur les questions de régulation financière. Et tu as publié le mois dernier dans l'hebdomadaire The Economist, l'hebdomadaire de référence d'une partie de la finance mondiale, un article qui était une sorte de cri d'alerte sur les périls des stablecoins, des jetons stables, comme on doit dire officiellement en français,
Mais avant d'en venir là, est-ce que pour toi, la crypto peut apporter quelque chose de différent que ne peut pas apporter les monnaies traditionnelles aujourd'hui? Merci d'abord de m'avoir invité. Je crois qu'il faut distinguer deux choses. Il y a la technologie, et je crois qu'il n'y a pas beaucoup de controverses sur la technologie. C'est-à-dire, on voit très bien que le blockchain, c'est innovation, c'est nouveau. Ce qu'on appelle les smart contracts, c'est-à-dire qu'on fait des contrats qui s'exécutent automatiquement, c'est repayé à la fin du mois, contingent au taux du dollar, etc. Vous pouvez faire ça de façon automatisée à coût très faible. Toute la finance décentralisée, alors ça paraît très technique, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, si vous voulez faire des transferts internationaux, par exemple, ça coûte très cher, il faut passer par un certain nombre d'intermédiaires. Vous faites des paiements par carte de crédit, ça coûte extrêmement cher, pas à vous, mais aux commerçants. Donc vous avez la question de PayPal, de Google Pay, Apple Pay, Visa, Mastercard, etc., qui prennent leurs 2 ou 3% au passage, bon, etc., etc. Donc il n'y a pas vraiment de controverse là-dessus, il faut des moyens de paiement qui soient bon marché. Par contre, Jean-Marc, tu demandes la nouveauté, il n'y en a pas. Il n'y en a pas pour une bonne raison, mais effectivement, nous avons travaillé beaucoup sur les questions de finance, et les fondamentaux en finance restent, et monnaie restent exactement les mêmes. Il n'y a rien de nouveau. Au contraire, c'est même une régression, c'est-à-dire qu'il y a certains, on y viendra, certains des principes de base de la finance intermédiaire, c'est-à-dire la finance qui se passe grâce à des intermédiaires qui, eux, font attention à l'emprunteur, d'une certaine manière, c'est-à-dire les banques, les non-banques, le venture capital, etc., dont on a besoin dans pas mal d'activités économiques, ça reste la même chose. Les bulles, moi j'ai beaucoup travaillé au début de ma carrière sur la question de bulles spéculatives. Là on est en plein dedans, en particulier avec Bitcoin. Donc en fait, c'est un peu comme si on avait oublié des siècles de connaissances, et tout d'un coup on découvre ce nouvel instrument, c'est un nouveau jouet. Et alors certains ne le découvrent pas, ils savent très bien qu'ils sont en train de spéculer et s'enrichir sur le dos des autres. Mais d'un autre côté, les autres, de façon un peu naïve, pensent que c'est une grande nouveauté, que ça va permettre à l'économie de croître. Et mon point de vue, et je pense que le point de vue de beaucoup d'économistes, c'est de dire non, pas du tout. Mais tu as commencé même par dire que ça pouvait servir à des choses qu'on ne peut pas faire avec une monnaie traditionnelle. Oui, mais c'est une question de technologie. Oui, de même, oui, quand bien sûr. on pouvait, par exemple, quand l'Internet est apparu, quand le téléphone est apparu, on pouvait communiquer avec les autres beaucoup plus facilement. Bon, toute technologie est à apprécier et à accueillir d'une certaine manière. Donc ça, c'est pas du tout un problème, mais c'est un problème, c'est une question purement technologique. Après, il y a la question économique qui est la raison de cette table ronde qui est différente. D'ailleurs, c'est là-dessus que Facebook a échoué, c'est-à-dire qu'ils ont pris la monnaie comme un objet seulement technologique. C'était l'histoire de l'entreprise. Et évidemment, la monnaie, c'est beaucoup plus que simplement de la technologie, qu'un bout de papier, qu'une signature sur un chèque ou qu'un transfert sur un compte bancaire. Troisième intervenant, Alban Genet. Alban, vous êtes chef du service des affaires financières du ministère de la Culture. Donc, ça, a priori, ça semble plus loin de ces questions-là. Auparavant, vous avez été directeur adjoint de Tracfin, qui est une direction au sein du ministère des Finances qui travaille beaucoup sur les questions de blanchiment, de lutte contre la fraude. Et donc là, évidemment, les crypto-monnaies ou les crypto-actifs sont des outils qui peuvent être utilisés. Et on sait bien que quand il y a des nouvelles technologies qui apparaissent, elles sont souvent utilisées beaucoup par ceux qui cherchent à contourner les règles des outils antérieurs. Et puis encore avant, vous êtes passé par la Commission européenne et puis à l'Inspection générale des finances à Paris. Vous avez fait le premier rapport officiel sur les cryptos. Donc, en fait, à travers vos différents postes, vous êtes interrogé, vous avez beaucoup travaillé, vous êtes une sorte de praticien des cryptos. Et donc, je voudrais qu'on commence par votre poste actuel, donc au ministère de la Culture, où la question des outils que permet la cryptographie se développe. Et qu'est-ce que ça apporte qui ne pouvait pas être fait auparavant? Merci beaucoup. Je suis
Il faut Pardon. rapprocher le micro. Merci beaucoup, je suis très honoré. Comme je l'ai dit, j'ai parmi mes défauts le fait de ne pas être économiste autour de cette table et d'être un praticien, donc j'essaierai d'éclairer avec ma pratique professionnelle ce sujet-là. Et je crains malheureusement là aussi de décevoir un peu dans la réponse à vous apporter sur ce que peuvent apporter les cryptoactifs et les jetons non fongibles auxquels parfois ils sont adossés dans le secteur de la culture. En 2023, le Centre national d'art contemporain, le Centre Georges Pompidou, c'est le premier musée à avoir acheté 18 œuvres d'art qui étaient adossées à des jetons numériques non fongibles, eux-mêmes libellés en crypto-monnaie. Et donc, est-ce que les cryptoactifs peuvent venir financer une nouvelle industrie de la culture? Alors, il y a eu en 2022 un pic qu'on pourrait qualifier, comme Jean-Tirole l'a dit, de spéculatif, avec un marché de l'art numérique était évalué par le Financial Times à hauteur de 41 milliards de dollars. Le marché traditionnel de l'art, au même moment, c'était 50 milliards de dollars. Comparaison n'est pas raison, mais en tout cas, le doute était permis. Nous sommes 3 ans après je vais qualifier de bulle, mais en tout cas de pic spéculatif. Que reste-t-il? Assez peu de choses en réalité. Ce qui va être intéressant dans le secteur de la culture, c'est non pas ces jetons numériques qui peuvent être soit de l'art numérique natif, le jeton en lui-même est une œuvre d'art, ou le jeton va venir jumeler une œuvre d'art réelle, la Joconde, ou des droits associés. Je fais du mécénat, je vais refinancer par exemple le Louvre, puisque c'est d'actualité, eh bien, je vais avoir un objet numérique qui sera libellé dans un actif financier numérique et qui aura une valeur qui me permettra de me singulariser avec des droits associés, une reconnaissance, une singularité, l'appartenance à une communauté. Et donc l'innovation financière et technologique va venir au service du financement, mais qu'on aurait pu capter par ailleurs. Les grands mécènes, Visa par exemple, un acteur financier traditionnel. Je ne suis pas sûr que pour financer le mécénat du Louvre, il ait besoin de lancer des jetons numériques non fongibles, mais il faudrait plutôt lui poser la question. Et donc de ce point de vue-là, c'est l'innovation technologique et venir servir ce goût pour la diversité des consommateurs, des gens qui ont envie d'investir, une forme de diversification, d'appétence qui va être... Mais en tant que tel, ce n'est pas des financements nouveaux. Le marché de l'art numérique, il est volatile, il est illiquide, beaucoup moins que le marché de l'art traditionnel. Et je prendrai peut-être un dernier exemple. 95% des NFT qui ont été émis sur le marché de l'art en 2022 n'ont plus de valeur aujourd'hui. 80% des NFT artistiques échangés sur OpenSea en 2022 étaient soit des plagiats ou l'utilisation de droits non autorisés. Donc désolé d'être aussi négatif de ce point de vue-là. Et les travaux de recherche, j'ai lu quelques papiers, et on constate que la valeur des NFT est étroitement corrélée, en réalité, aux fluctuations des marchés des cryptoactifs. Quand il y a une bulle spéculative sur... Alors, en disant ça, je m'attirais les foudres de quelques Hayekiens, mais en tout cas, une bulle spéculative sur la valeur des cryptoactifs, il y a une corrélation positive sur la valeur des NFT. Et quand le marché se dégonfle, la valeur des NFT artistiques se dégonfle. Donc on n'est pas sur un marché de l'art intrinsèque, on est bien sur un autre phénomène. Alors vous avez dit que 95% de ce qui valait il y a 3 ans ne vaut plus rien aujourd'hui. Alors moi j'ai le souvenir d'une bulle, qui était la bulle Internet, quand elle a explosé en 2000. Il y avait 99% des entreprises d'Internet qui ne valaient plus rien. Mais si on regarde Amazon, ça valait 5 $ en 1999, ça valait 30 centimes en 2001. Aujourd'hui, ça vaut 250 $. Donc, il y a des choses qui peuvent ne plus rien valoir. Et puis qui ensuite... Est-ce que dans le domaine culturel, est-ce qu'il y a des NFT qui ont aujourd'hui encore une forte valeur ? C'est difficile de rendre votre question, puisque je suis arrivé à la culture il y a 2 mois et je cherche à évangéliser mes collègues sur l'importance de s'intéresser aux nouvelles technologies et aux cryptoactifs dans le secteur de l'art. Parce que c'était un peu le fil rouge des différents postes que j'ai occupés. Il est trop tôt pour le dire. Je pense que c'est l'action de grands musées internationaux qui vont investir sur des œuvres avec des artistes reconnus. Et il faut avoir une profondeur de champ temporel et une profondeur de marché pour pouvoir apprécier. Ce sera sur un nombre limité
d'artistes bien très sûr, connus bien sûr. et d'œuvres d'art très limitées. Mais il est un peu trop tôt pour... Mais il y a déjà des musées qui ont commencé à acheter. Pompidou, oui. Ça, c'est important à mentionner. Il y a une question qui vient, deux questions d'explication, donc je les pose tout de suite, je vais les poser à Céline. Donc préciser ce qu'est le NFT tout de même, et malgré ce qu'a dit Alban. Et puis la vraie révolution, c'était plutôt la blockchain que le Bitcoin, mais on attend toujours des applications de rupture. Qu'est-ce que tu en penses? Alors, pardon, la deuxième question, excuse-moi, tu peux la... C'est l'idée que la révolution, c'est la blockchain, ce que tu as mentionné, mais au-delà du Bitcoin, on attend toujours des applications de rupture avec la chaîne de blocs. Est-ce que c'est des choses qu'on va voir venir? Est-ce que c'est... Voilà. Oui, alors, et d'ailleurs, on le voit, alors d'abord pour répondre à ça, on le voit, je disais, en matière juridique, et Jean Tirole l'a mentionné aussi, avec l'idée des contrats intelligents aussi. Enfin, on a vraiment, c'est des contrats qui s'auto-exécutent en fait. Donc on a vraiment cette idée que, de cette innovation technologique qui va permettre en fait d'avoir à la fois, comme je disais, un grand registre sur lequel s'enregistre l'ensemble des transactions, d'avoir des contrats exécutoires. Et donc ça effectivement, ça rend les choses plus rapides, ça rend les choses sécurisées. Enfin, donc il y a vraiment, et je sais que par exemple, effectivement, les juristes s'en sont largement emparés et ça peut révolutionner un certain nombre de domaines. Et d'ailleurs, on pense par exemple aux notaires. L'activité des notaires pourrait être complètement changée absolument. par l'application de la chaîne de blocs. Donc c'est vraiment le champ d'application pour moi privilégié. Et c'est vrai que ça peut être dans plein de domaines en fait, dans des domaines, je sais pas, y compris du commerce, de la vente, voilà. Donc ça c'est vraiment la technologie elle-même. Et Jean Tirole avait raison de rappeler qu'effectivement, il faut bien faire la distinction entre cette chaîne de blocs qui est quand même prometteuse en termes d'avenir de la technologie et l'application monétaire qui, effectivement, pour moi, est assez limitée. Alors c'est vrai que sur la question des NFT, je vais peut-être laisser Alban préciser, parce que je sais que c'est l'expert en la matière, donc... C'est trop. Les NFT donc, sont des jetons qui vont permettre d'associer... donc c'est une ligne de code. Alors on me dit qu'il faut vraiment s'approcher du micro parce que sinon on n'entend pas bien. Voilà. C'est vraiment un jeton, une ligne de code qui va associer un actif non fongible, matériel, un tableau ou immatériel, une image, etc., une vidéo, une œuvre d'art, à un certificat d'authenticité ou à un titre de propriété numérique. Et donc c'est vraiment, j'associe un actif, il est non fongible, c'est pas comme la monnaie, qui va associer un certificat d'authenticité ou un titre de propriété à cet actif, qu'il soit matériel ou matériel. Donc je peux avoir une image avec un code qui l'associe par exemple à un droit de propriété sur la Joconde ou il y a une œuvre de Georges Braque qui a été compartimentée en 54 ou 144 images haute définition qui ont été forgées sur la blockchain et vendues. Et donc là, typiquement, ils sont propriétaires, droit de propriété ou la reconnaissance de droit via une ligne de code sur une œuvre. Donc un jeton non fongible. Et donc, en droit, on va le considérer comme un bien meuble auquel va être associé un actif numérique, parce que pour pouvoir échanger ce droit de propriété, il faut le libeller dans une valeur, il faut le valoriser. Et la valorisation ne se fera pas en monnaie fiat, elle se fera en Ether, en Bitcoin, etc. Donc le jeton, l'actif matériel non fongible associé à un droit de propriété, sera lui-même libellé dans une valeur, je vais dire monétaire aux grandes dames des économies sur la table, mais en tout cas dans une valeur financière qui est celle d'un actif numérique. Donc on voit bien que la chaîne de blocs la blockchain va pouvoir servir dans toute une série de domaines, mais là on va vraiment se concentrer sur la monnaie. Et je me tourne maintenant vers Agnès Benassi-Kéré. Agnès est professeure d'économie, elle est actuellement sous-gouverneure à la Banque de France, après être passée par le Trésor. Tu as beaucoup travaillé sur les questions européennes, on y viendra en fin d'échange. Alors tu incarnes ici le vieux monde, la monnaie traditionnelle, même si l'euro a à peine un quart de siècle, et en fait c'est encore une monnaie extrêmement jeune, parce que les monnaies sont souvent très anciennes. Mais tout de même, donc, de ton point de vue, est-ce que les crypto-monnaies, crypto-actifs, jetons stables peuvent avoir une utilité que n'ont pas actuellement les monnaies? Alors, merci Jean-Marc. Donc,
Alors, je suis complètement d'accord avec Céline et Jean sur le fait qu'il faut distinguer la technologie et l'utilisation qu'on en fait. Sur la technologie, en effet, Jean l'a dit, ou Céline, je ne sais plus, sur donc les jetons stables apportent probablement aujourd'hui quelque chose sur les échanges transfrontières qui seront moins coûteux. Au jour d'aujourd'hui, ce n'est pas vraiment utilisé comme ça, c'est utilisé essentiellement comme un pont entre la monnaie classique et le monde des crypto-actifs. Donc à l'ancienne, donc, le monde ancien des cryptoactifs, c'est-à-dire les bitcoins, qui sont des actifs, il faut le rappeler quand même, purement spéculatifs. Je me rappelle en 2016, dans une émission de radio, j'avais dit la valeur fondamentale du bitcoin, c'est au mieux zéro, au pire l'activité illicite que ça permet de financer. Et comme la quantité est fixée, évidemment le prix augmente, puisque la demande augmente, et si l'offre n'augmente pas, forcément le prix augmente. Et simplement, quand le prix si jamais le prix s'effondre, donc ça ressemble un peu à l'or, sauf que quand le prix se sera effondré, moi je préfère l'or parce que je pourrais me faire un collier. Et donc, oui, on ne peut pas faire de collier de bitcoin. Ça avait été très très mal vu à l'époque, mais je constate qu'aujourd'hui nous sommes passés à un nouveau chapitre. Alors, ce que je voulais dire aussi, c'est que la technologie, les banques centrales s'en emparent. Et il y a énormément d'expérimentations qui sont faites. On est proche aujourd'hui, puisque dès l'année prochaine, en fait, l'Eurosystème va mettre à disposition du système financier un moyen de règlement des actifs tokenisés qui sont en monnaie banque centrale tokenisée. Donc, ce sera un premier pas. Donc, ce sera normalement fin 2026. Et donc, c'est un moyen, en fait, d'intégrer davantage les marchés financiers européens, dont on sait qu'ils sont assez fragmentés encore, réduire les coûts de transactions, permettre à des entreprises plus petites d'émettre, permettre aux ménages d'acquérir des actifs plus diversifiés et donc avec un meilleur rendement pour le même risque ou moins de risque pour le même rendement au choix. Et donc c'est très 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 porteur. Hein. Donc je voulais dire que la technologie est extrêmement porteuse, on s'en empare, donc l'ancien monde s'en empare. Avec probablement des résultats assez spectaculaires dans un futur assez proche. Question. Maintenant, oui, vas-y. Oui, si on en revient à la monnaie elle-même, pourquoi est-ce qu'on dit que le jeton stable ne remplit pas tout à fait les fonctions de la monnaie? Et donc là, en effet, je vais prendre le point de vue de l'ancien monde, puisque si on revient à Aristote, eh bien, on sait que les trois fonctions de la monnaie, c'est l'unité de compte, le moyen d'échange et la réserve de valeur. Et donc, unité de compte, il faut que ce soit relativement stable. Or, les jetons stables ne sont pas stables. Ils sont stables jusqu'à ce qu'ils ne le soient plus. Et donc, on l'a vu, par exemple, en mars 2023, où d'un seul coup, on s'est rendu compte que Circle, que tu as cité comme un des émetteurs de jetons stables, avait mis 3 milliards de réserves à la banque SVB. Et donc, quand on a su Silicon Valley Bank, qui s'est effondré en mars, voilà, en 3 jours. Hein, donc, il y a eu plus de 3 milliards de retraits de SVB en 3 jours. C'était le run le plus rapide de l'histoire. Et naturellement, ça a entraîné évidemment une panique par rapport aux jetons stables qui est tombée d'un coup de 1 à 85 centimes. Donc 85 centimes, ce n'est pas $1. Donc ça n'est pas stable. Voilà. Et même en temps normal, on voit que sur le marché secondaire, les jetons stables varient parce qu'en fait, il y a l'émetteur et puis ensuite, il vit sa vie, il y a des plateformes qui d'ailleurs, au passage, vont vous prélever des frais. Hein, donc ça n'est pas si bon marché que ça. Voilà, donc unité de compte, pas génial. Moyen d'échange, ça peut dans certains cas rendre des services. Moi, je le vois un peu comme, dans l'ancien monde, le chèque de voyage. Donc, quand on était étudiant, nous, on allait dans d'autres pays, on demandait à notre banque un chèque de voyage. Et ce chèque de voyage, on pouvait aller dans n'importe quelle banque à l'étranger et avoir en échange des espèces. Bon, c'est une modernisation du chèque de voyage. C'est pas non plus complètement révolutionnaire. Hein. Et quant à réserve de valeur, très franchement, moi, si on me donne des jetons stables, la première chose que je ferais, c'est de les changer dans autre chose. Donc, oui, mais moi, si j'avais gardé mon bitcoin en 2013, j'aurais 1000 fois plus. Mais je parle des jetons stables, cher Jean-Marc. Oui. Le bitcoin n'a aucun avenir en tant que monnaie. C'est vraiment impossible, puisque dans la minute qui suit, je passe des bitcoins, dans la minute qui suit, la valeur a changé. Ce que je disais avec la baguette.
Alors maintenant, je pense que si on creuse un peu, la Banque des règlements internationaux, je trouve, a donné un peu... La Banque des règlements internationaux, c'est ce qu'on appelle la banque centrale des banques centrales. Voilà. C'est un organisme qui regroupe... Qui regroupe les banques centrales, alors qui ne refinance pas les banques centrales, oui. mais qui en effet, c'est un lieu important de coordination entre les banques centrales. Et qui dit que pour maintenir la confiance dans la monnaie, en fait, il y a 3 éléments qui sont indispensables. L'unicité, l'élasticité et l'intégrité. Alors l'unicité, c'est quoi? C'est le fait qu'il n'y a pas de doute que 1 euro égale 1 euro. Et donc, si je vais par exemple au distributeur automatique, je demande 100 euros, je prélève 100 euros, eh bien, je vais transformer ma monnaie commerciale, qui est mon compte en banque, mon dépôt bancaire, en espèces, au taux de 1 pour 1, et il ne me viendrait jamais à l'idée que peut-être la valeur peut varier. C'est-à-dire, un jour, ça va être j'aurai 99 contre 100, le lendemain, 101 contre 100. Enfin, non, c'est 700. Peut-être ma banque va me prélever des frais, mais c'est indépendant de quel jour je vais chercher de l'argent au distributeur. Donc ça, c'est très important. La monnaie commerciale, privée, qui est mon dépôt bancaire, est convertible en espèces, monnaie banque centrale, au taux de 1 pour 1 à tout moment, ce qui entraîne, par translation, le fait que, eh bien, si je fais un virement bancaire à Jean-Marc, eh bien, il est sûr que si je lui passe 100 euros, ce sera 100 euros. Donc, voilà, donc c'est vraiment l'encre du système. Et d'autant plus que si je fais un transfert bancaire à Jean-Marc, en fait, ça va passer par le système Target, et donc, en fait, ce sera réglé en monnaie banque centrale. Donc, il y a vraiment un ancrage. Et le problème, c'est que le stablecoin rompt cet ancrage, puisque si je passe des stablecoins de mon portefeuille de stablecoin, de Circle, mettons, à Jean-Marc, eh bien, il n'y a aucun lien avec la banque centrale, ni avec les espèces, ni avec le système interbancaire. Donc, on s'est complètement détaché. C'est ça qui fait un peu peur, et on sait qu'au 19e siècle, aux États-Unis, il y avait des dollars qui circulaient et qui n'étaient pas échangeables au taux de 1 pour 1 entre eux, et donc ça existe vraiment, ce n'est pas une élucubration des banques centrales. Le deuxième point, c'est l'élasticité, donc j'accélère peut-être. Oui. L'élasticité, c'est le fait que, eh bien, c'est la capacité de mettre à disposition la liquidité en quantité suffisante en fonction des besoins. Et donc, les banques peuvent faire ça. Pourquoi? Si vous allez à la banque, vous faites un gros retrait, la banque n'a pas les espèces, elle va pouvoir les demander à la banque centrale qui va lui refinancer des actifs qui ne sont pas liquides. Et donc, il n'y a aucun problème. À partir du moment où la banque est solvable, il n'y a aucun problème, la liquidité est là. Si vous faites la même chose avec Circle, ce n'est pas sûr, hein, il les a ou il ne les a pas, il faut qu'ils vendent, etc. Et donc, ça, c'est l'élasticité. Et aussi le fait que la banque va pouvoir prêter à ses clients. Et le dernier, c'est l'intégrité. Et donc, là, je rejoins ce que disait Alban, hein, c'est tout ce qui concerne... Enfin, aujourd'hui, on sait bien que le monde crypto est extrêmement peu surveillé. Les banques, elles, ont des obligations de surveiller leurs clients. Vous avez peut-être dû, de temps en temps, remplir des formulaires pénibles, assez longs, mais c'est une obligation de votre banque, hein. Elle est en droit de vous demander ça, elle est maintenant dans le devoir de vous demander ça, elle doit connaître ses clients, et quand il y a un gros mouvement, eh bien, vous aurez peut-être un coup de téléphone de votre banquier qui vous demande c'est quoi, etc. Donc ça, il y a une surveillance par le système bancaire qu'il n'y a pas du tout par les plateformes et par donc les émetteurs de stablecoin maintenant vont être régulés. Donc on va peut-être en parler, mais voilà, on en est au début. Et puis c'est les émetteurs, après il y a les plateformes, et c'est encore une autre histoire. Alors, on a déjà commencé à parler des risques, on va continuer de le faire maintenant. Risques donc financiers, risques monétaires. Jean, tu l'as dit à la fin de ton intervention précédente, mais voilà, pour toi, tu as beaucoup travaillé encore une fois sur les questions de régulation et de supervision bancaire et financière. Donc voilà, quelles sont les questions que posent ces nouvelles formes monétaires? Bon, on va continuer dans le style vieux fourneau. Tu n'as pas utilisé buse médiévale encore, mais on y va directement là, je pense. Oui, donc il faut bien distinguer entre Bitcoin, qui est essentiellement une bulle, hein, il y en a eu des tas d'autres bulles, qui ont certaines caractéristiques qui sont très intéressantes, mais parlons des stablecoins. Donc les stablecoins, c'est l'idée de transformer les crypto-monnaies les crypto-actifs, pardon, dans une crypto-monnaie qui ait effectivement une valeur stable
et qu'on puisse utiliser pour des transactions très facilement. Donc, en gros, faire concurrence, et ça, c'est pas mal, faire concurrence aux moyens de paiement actuels qui sont souvent très, très chers. Il y a des prélèvements, comme je le disais tout à l'heure, très importants. Alors, en général, ça passe effectivement par un certain nombre de règles. D'habitude, les monnaies sont émises par les banques centrales. Le seigneurage, c'est-à-dire finalement l'argent qui est créé en émettant de nouveaux euros ou de nouveaux dollars, va au trésor, va d'abord à la banque centrale, mais ça va finalement à la collectivité, donc ça va pour le public. On bénéficie du seigneurage de la banque centrale, par exemple. Aujourd'hui, cet argent va de plus en plus soit à ceux qui émettent ces stablecoins et ces bitcoins, soit sont complètement cachés par des gens qui utilisent des serveurs extrêmement puissants et beaucoup d'électricité et beaucoup de pollution d'ailleurs sur ces trucs-là. Donc il y a de l'argent qui est détourné de l'argent public, hein. Ça c'est important. Alors après, pour transformer ça en monnaie, ils adossent, pour les stablecoins, il y a un adossement sur par exemple le dollar. Pratiquement 100% d'ailleurs des stablecoins sont adossés au dollar. Donc normalement, il doit y avoir des réserves, comme l'a rappelé Agnès, il doit y avoir des réserves qui correspondent finalement à la quantité de stablecoins. Alors ça risque de poser des problèmes. Même d'ailleurs s'il y a suffisamment de réserves, ou presque, il y a toujours un petit doute. On l'a observé sur les marchés de fonds monétaires, les fonds du marché monétaire, je devrais dire, où il y a de façon régulière des runs. Si vous vous dites même qu'il n'y a que 99 centimes pour le dollar, la première chose que vous devez faire, c'est retirer vos fonds. Et donc, pourtant 99 c'est pas mal, mais ça suffit pour créer un doute. Et finalement, les gens foncent à leur banque ou foncent à leur ordinateur pour retirer leur argent. Et les nouvelles lois, qui s'appellent le Genius Act, le président américain d'ailleurs a dit qu'on l'avait nommé d'après lui. Donc ça, c'est le Genius Act, hein, c'est la loi américaine qui vient de passer sur le sujet en juillet dernier. Et qui précise un certain nombre de règles sur les stablecoins avec l'idée de les développer aux donc États-Unis. on l'a vu au moment du Covid, au moment de 2008 aussi, on a vu effectivement qu'il y avait ce qu'on appelle des runs. Dès qu'il y a une petite inquiétude, les gens retirent. Alors il y a des règles, normalement ce qu'on appelle techniquement des règles de rédemption, qui essaient de limiter un petit peu, parce que sinon, dans le cas des fonds du marché monétaire, il faut autrement vendre rapidement, et ça peut créer effectivement des décotes. Donc, il y a les règles de rédemption dans le Genius Act américain ne sont pas du tout claires, donc ça pose des problèmes. Après, il y a ce qu'a mentionné Agnès, c'est qu'il peut ne pas y avoir 99 centimes pour le dollar, il peut y avoir 85 ou 90 centimes, ou peut-être même moins. D'ailleurs, Tether avait été pris la main dans le sac, si je puis dire, en n'ayant pas les réserves qu'il promettait. Et le deuxième gros émetteur, qui est Circle, comme l'a rappelé Agnès, avait 8% de ses réserves qui étaient dans une banque en dépôt non assuré. C'est uniquement parce que le Trésor américain a sauvé ces banques, donc c'est le public qui a sauvé finalement Tether indirectement en disant ben non, c'est pas grave, vous n'êtes pas assuré, mais vous serez assuré quand même, ce qui est d'ailleurs un scandale absolu. Donc, en fait, on a des intermédiaires financiers. Alors, ça va se reproduire. Il ne faut pas être naïf, ça va se reproduire. Si vous placez votre argent en tant que stablecoin, un émetteur de stablecoin, si vous le placez en bon du trésor, ça ne rapporte pas d'argent. D'ailleurs, au moment, pendant très longtemps en Europe, d'ailleurs, dans le monde, les taux d'intérêt étaient négatifs, mais on perd même de l'argent. Enfin, donc, ça rapporte rien. Donc, le jeu en général en banque, c'est de trouver des placements qui ont l'air sûrs et ne le sont pas. La banque Silicon Valley Bank, par exemple, c'était des placements bancaires, donc a priori très sûrs, sauf qu'ils n'étaient pas assurés. Donc, ils étaient très risqués, en fait. On peut jouer sur les taux d'intérêt, on peut faire des tas de choses techniques qui font prendre des risques avec des placements qui sont relativement sûrs d'apparence. Donc c'est le jeu entre le régulateur et les banques.
Alors seulement, les banques normales, je ne parle pas des banques de Londres, qui sont un autre petit scandale parce qu'ils profitent de l'argent public sans avoir à payer pour. Les banques normales font face à des contraintes de liquidité, des contraintes de solvabilité, et pour les déposants qui sont assurés, l'assurance dépôt. Donc il y a des paiements d'assurance dépôt. Donc les régulateurs, comme la BCE en Europe, essaient de faire en sorte que quand même il y a une responsabilisation de ces banques. Les banques ne prennent pas simplement des risques sur l'argent des déposants et surtout du contribuable. Or, ce n'est pas le cas aux États-Unis. Il n'y a pas ce qu'on appelle les contraintes prudentielles n'existent pas dans le Genius Act américain. Pourquoi ça n'existe pas? Simplement parce qu'il y a des intérêts financiers de l'administration. Il y a deux raisons. Les intérêts financiers personnels qui sont gigantesques des membres de l'administration américaine, donc qui vraiment sont très intéressés à ce que cette industrie marche. Et d'autre part, en adossant ça au dollar, ça va augmenter la demande du dollar, donc ça va permettre à l'administration américaine de financer ces déficits qui sont encore en croissance, qui ont toujours été très élevés, mais qui sont encore en croissance avec l'administration courante. Et donc, ces deux raisons font que l'administration américaine a un intérêt à la fois personnel et politique à pousser les stablecoins qui sont adossés au dollar. Et vous regardez les décisions, c'est-à-dire que les régulateurs, c'est en général les régulateurs les plus faibles qui ont été désignés pour réguler les stablecoins. Ce sont des amis du président, des gens qui ont été depuis toujours favorables au Bitcoin et au stablecoin. Voilà, on est dans une situation qui est très dangereuse, parce qu'on ne peut pas vous dire, est-ce que la crise financière sera dans 3 ans, dans 2 mois ou dans 6 ans? Je n'en sais rien, c'est impossible à savoir. Par contre, on la voit arriver. Alors on va dire, 2008, c'est terminé, plus jamais ça, mais non, pas du tout, c'est ce qui va se passer. Et donc, est-ce qu'on va y échapper en Europe? Je ne sais pas. Vous savez que l'Europe est devenue quand même, pour des raisons technologiques, un peu une colonie de nos jours. Enfin, j'exagère un petit peu. Et donc, aujourd'hui, ce n'est pas seulement les tarifs qu'on nous impose, mais ça va être aussi, et on a déjà essayé, pour l'instant ça n'a pas trop marché, la régulation des GAFAM. Les États-Unis ne sont pas contents parce qu'on va réguler les GAFAM pour des raisons totalement légitimes, par ailleurs. Et effectivement, le jour où on va réguler l'utilisation par des banques européennes et des non-banques européennes des stablecoins adossés au dollar américain, évidemment, les États-Unis vont dire vous faites un geste anti-américain et donc on va augmenter vos droits de douane. C'est aussi simple que ça. Bon, donc vous voilà définitivement rassuré sur les stablecoins en particulier. Agnès, donc Jean nous a dressé un panorama de certains des risques et des questions que pose la montée en particulier des stablecoins, des jetons stables. Est-ce que toi tu as des compléments à ce tableau? Oui, alors en Europe, on a une régulation qui s'appelle le MiCAR, qui a été mise en place avant. Alors on dit toujours que les Européens sont très rapides à réguler et assez lents à innover. Là, effectivement, la régulation est arrivée, alors même qu'il n'y a pas beaucoup de stablecoins en euros. Néanmoins, elle régule aussi les stablecoins en dollars, et même elle donne un pouvoir à la CPR, qui est l'autorité de contrôle et l'équivalent dans les autres pays européens, à limiter les émissions de stablecoins en dollars. Et par contre, elle permet tout à fait l'émission de stablecoins en euros. Et il y a aussi une capacité qui est offerte aux banques d'émettre des stablecoins en euros adossés à leur propre bilan, donc dans le cadre de leur régulation habituelle. Et ce qui est assez intéressant par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure sur unicité, élasticité et intégrité, puisque là on revient dans le système bancaire, qui est un objet qu'on connaît, système bancaire à 2 étages, qui garantit ces 3 choses. Et donc c'est peut-être une voie de sortie. Il y a aussi d'autres choses que permet la technologie. Les banques s'intéressent aujourd'hui beaucoup
beaucoup à ce qu'on appelle la tokenisation des dépôts bancaires. C'est-à-dire que les dépôts bancaires, en fait, on en mettrait une image sous forme de jetons, et ce qui permettrait de les faire circuler à des coûts moindres. Et par exemple, c'est très intéressant pour une multinationale qui a des dépôts bancaires dans des filiales, mettons d'une grande banque, des filiales dans plusieurs pays, dans plusieurs monnaies, et qui voudrait gérer sa trésorerie de manière plus intégrée. Donc là, je pense qu'il y a une véritable avancée. C'est ce qu'on disait tout à l'heure sur la technologie. La technologie permet vraiment des avancées. Maintenant, je pense que le côté positif, c'est que ça nous met la pression pour avancer plus vite. Donc c'est tout à fait visible au niveau de l'eurosystème. Comme j'ai dit tout à l'heure, on va aller assez vite sur l'idée d'un registre distribué partagé où circulerait sur les mêmes rails la monnaie commerciale, donc, qui est émise par les banques, la monnaie banque centrale qui est émise par la Banque centrale, donc la BCE et les banques centrales nationales, et les actifs tokenisés, donc, qui peuvent être des actifs financiers, des obligations publiques ou privées, des actions. Ça peut être aussi, il y a certains pays qui s'intéressent beaucoup, la tokenisation de l'immobilier, ou alors des œuvres d'art, enfin tout peut être tokenisé, ce qui permet, et donc ce qui porte aussi, donc Jean l'a dit tout à l'heure, des innovations comme le paiement conditionnel, donc on peut avoir une simultanéité totale entre le transfert de l'actif et le paiement, ce qui évite un des risques qui est le risque de contrepartie. Donc vous payez et puis vous ne recevez pas, ou l'inverse. Donc ça, c'est quand même des avancées extrêmement intéressantes, aussi dans le cadre européen, qui vont permettre une intégration. Donc pour l'Union, pour l'épargne et l'investissement, ça va être, je pense, quelque chose de très intéressant. Et l'innovation aussi ne s'arrête pas à la tokenisation. Il y a des innovations en cours en Europe et notamment en Asie, mais aussi au Brésil, avec donc des paiements instantanés. Donc il faut savoir que les États-Unis sont très en retard sur le paiement instantané. Vous pouvez faire des paiements instantanés, je pense que vous le faites. Vous pouvez faire un transfert immédiat via votre banque quand vous faites un virement. On vous propose, et c'est gratuit, de faire un virement instantané. Donc dans la minute qui suit, votre correspondant reçoit l'argent. Bon, aux États-Unis, ça existe, c'est très peu développé, c'est compliqué. C'est aussi ça, les États-Unis ont un système de paiement qui est un peu archaïque, en fait. Et donc le stablecoin est bienvenu parce qu'il arrive sur un terrain où il y a quand même des problèmes. Nous, on est quand même beaucoup plus avancé. Le système TIPS, qui fait les paiements instantanés, il a été adopté récemment par le Danemark et la Suède, qui ne font pas partie de la zone euro. Et donc on peut maintenant faire des virements instantanés en Suède et au Danemark, et prochainement avec le change, avec la couronne danoise et la couronne suédoise. Donc c'est des avancées. Ça va être fait dans d'autres pays européens. Il y a des discussions en cours avec des grands pays émergents pour interconnecter les systèmes de paiement instantanés. Il y a aussi des avancées très rapides en Asie avec la plateforme Nexus, qui permet aussi l'interconnexion des paiements instantanés. Donc il ne faut pas croire que le reste du monde reste inerte par rapport à ces avancées technologiques. C'est vrai que ça met la pression, ça pousse, y compris les banques européennes, à aller un peu plus vite dans l'innovation, puisqu'elles étaient sur un rythme, disons, relativement tranquille. Et donc je pense qu'il faut voir aussi le bon côté des choses par rapport à ça. Donc si je résume, une nouvelle technologie qui permet de faire plein de choses, dans beaucoup d'autres domaines, bien au-delà de la monnaie. Et il y a beaucoup de choses qui restent, enfin l'essentiel reste à imaginer. Premier point. Deuxième point, donc des risques à la fois monétaires et financiers, qui sont tout à fait importants, et notamment parce que il faut apprendre à réglementer ça. Et il y a toujours une course, c'est pas entre gendarmes et voleurs, mais entre le réglementeur et le réglementé. Et donc là, évidemment, cette course est tout à fait engagée. Troisième point, les États-Unis font un pari, enfin pas un pari, s'engagent dans une discussion, dans une voie qui est très risquée pour des bonnes et aussi des moins bonnes raisons.
Ça, c'est assez classique. Les dernières grandes crises financières, elles sont nées en 2008 et en 2000 sur l'immobilier et sur Internet. Et c'était des bulles made in USA. Donc voilà, on a une tradition de prise de risque financier aux États-Unis jusqu'à ce que ça soit dangereux, souvent beaucoup plus grande qu'en Europe. Et en Europe, un paysage différent avec des avancées, avec une vraie tentation, une vraie tentative de réglementer, et puis des développements sur les paiements. Il y a une table ronde en début d'après-midi sur les paiements, qui sera centrée sur les paiements. Donc ceux qui s'intéressent à la question des systèmes de paiement pourront creuser ça cet après-midi. Et donc une Europe qui finalement, sur certains domaines, est plutôt en avance sur les États-Unis, ce qu'on n'entend pas très souvent par les temps qui courent, et ça fait du bien. Céline, sur ce paysage, pour aller plus loin sur l'aspect risque, toi, au-delà de ce qui a déjà été dit, qu'est-ce qui est important ? Alors c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui ont déjà été dites, donc je ne vais pas redire. Bon, je pense qu'on a rappelé, Agnès a rappelé les fonctions monétaires et le fait qu'on est loin d'assurer la fonction monétaire. Alors je vais peut-être partir sur la question des stablecoins, peut-être plus que sur les cryptos classiques, parce que sachant qu'un actif comme le Bitcoin, on voit bien qu'il y a en plus une question de volatilité. Le Bitcoin, c'est 15 fois plus volatile que des monnaies traditionnelles comme l'euro ou le dollar. Donc on voit bien que la question de la réserve de valeur, de toute façon, avec les cryptos natifs, donc type Bitcoin, c'est pas du tout assuré, mais même comme on l'a dit et comme l'a rappelé Agnès, même avec les stablecoins, en fait, on n'a pas cette fonction de réserve de valeur. Moi, je voulais peut-être juste revenir sur, très rapidement, parce que ça a déjà été dit par Jean et Agnès, mais sur cette question justement de réserve de valeur qui, pour moi, est vraiment une question essentielle, et sur le fait que on n'est pas du tout sur l'équivalent d'une monnaie banque centrale, en fait. Et ce qu'il faut bien voir, c'est que dans le cas des stablecoins, on va avoir une réserve qui nous est vendue comme étant, et notamment dans le cadre du Genius Act américain, comme étant vraiment des actifs, donc des bons du trésor américain, qui offrent un degré de garantie, mais en fait qui n'est pas équivalent à une monnaie banque centrale. Et on l'a rappelé aussi bien dans le cas de Tether que de Cycle, donc c'est des entreprises privées, dont en fait les réserves sont assez opaques. Et je voulais vous citer le fait qu'on avait eu, par exemple, des fausses déclarations de Tether dans le passé sur la composition des réserves, avec une amende qui avait été imposée, donc de 41 millions de dollars. Donc je veux dire, c'est pour vous dire que on a quand même cette opacité, et malgré la législation qui est passée, on n'est pas du tout sûr que les réserves soient de bonne qualité, d'autant que le modèle quand même de ces entreprises, il faut bien voir, c'est de faire du profit, et donc il faut bien qu'elles fassent fructifier l'argent, il faut bien que effectivement il y ait une forme de rentabilité. Donc rien que pour ça, on peut avoir des doutes. Après, il y a la question, justement, pour moi, qui est importante des détenteurs. Donc, ce qui se passe, si vous perdez vos stablecoins, je veux dire, vous n'avez aucun moyen, a priori, de vous retourner contre qui que ce soit. Donc, c'est aussi la différence, c'est que vous n'avez pas de la garantie des dépôts qui n'existe pas avec les stablecoins. On a parlé, Jean l'a rappelé, l'interconnexion aussi des stablecoins et de la finance traditionnelle, et de la question de la dette. Par exemple, le fait que, comme on l'a dit, on avait une exposition importante à la dette américaine, c'est vrai que, du coup, sur le marché de la dette américain, qu'est-ce qui va se passer ? Vous avez un grand engouement pour les stablecoins, du coup, vous allez avoir beaucoup de titres du Trésor américain qui vont être achetés, et du coup, il y a de grands mouvements sur ces titres du Trésor. Si demain, pour une raison ou une autre, vous avez un ancrage qui disparaît, vous passez à 0,99 ou à 0,98, à ce moment-là, vous allez avoir un effet sur la dette à court terme américaine. Donc c'est quand même un pari risqué. Je sais que Donald Trump veut faire des États-Unis une crypto-nation, il l'a dit, il l'a affiché, mais bon, c'est un pari assez risqué. Donc c'est bien sûr, on l'a aussi rappelé, un instrument de dollarisation, et ça c'est important pour l'Union européenne. C'est vrai qu'il ne faut pas être naïf de ça, donc clairement, voilà, on va y revenir. Donc moi, il y a la question de la crise aussi donc financière systémique, et la question aussi du risque de crédit qui se passe, parce que Jean l'a mentionné tout à l'heure, le lien avec justement la finance décentralisée, et le fait qu'en fait dans la finance décentralisée qui est permise par ces cryptos, vous avez davantage d'effets de levier, c'est-à-dire que vous allez pouvoir en fait emprunter des sommes beaucoup plus importantes. En fait, vous allez avoir ces effets de levier importants, et donc vous avez un risque de crédit qui est largement accru, et ça c'est un risque financier important. Alors je ne vais pas mentionner tous les risques, le risque de liquidité aussi, parce que certains stablecoins dont on parle, le marché apparaît assez liquide, les USDT, USDC, donc Tether, Cycle, ça va, mais vous en avez certains qui ne sont pas du tout liquides, donc ça peut aussi provoquer des crises de liquidité. Donc vous avez vraiment pas mal de risques financiers,
des risques monétaires qui sont associés. Et peut-être pour terminer, vraiment 2 autres risques qui sont vrais pour l'ensemble des cryptos. Le risque de blanchiment et de fraude, qu'on a mentionné notamment, dont Alban est plus spécialiste aussi, mais sachant qu'on a quand même un risque important. Vous savez qu'un certain nombre de logiciels rançonneurs et autres sont formulés en crypto, justement. Et l'empreinte écologique, qui n'est pas négligeable. Alors, c'est surtout vrai pour les cryptos de première génération, et je pense notamment au Bitcoin, mais c'est vrai qu'à l'heure où la ressource énergétique est devenue rare, on peut se demander quel est l'intérêt de développer des choses qui demandent énormément d'énergie pour finalement une fonction qui peut être assurée par d'autres moyens et de manière beaucoup plus fiable. Voilà. Alors, tu as mentionné le blanchiment. Je voudrais maintenant poser la question à Alban, parce que c'est un risque qu'on n'a pas encore creusé. On entend tout et son contraire là-dessus. On dit la crypto, ça permet l'anonymisation absolue des transactions, et donc ça va être une occasion absolument formidable pour tous les gens qui ont besoin de blanchir de l'argent. Et à l'inverse, la crypto, normalement, la transaction, elle est inscrite sur des ordinateurs, donc c'est pas comme une valise de billets. Quand elle change de main, vous pouvez pas prouver qu'elle vient et qu'elle a été transmise par quelqu'un, sauf si vous avez les empreintes digitales sur la poignée, mais c'est pas toujours le cas. Et donc voilà. L'expérience que vous avez, vous, est-ce que vous préférez traquer les gens qui blanchissent avec les cryptos ou avec les valises de billets? Alors, poser cette question-là à l'ancien directeur adjoint de Tracfin, c'est comme poser la question à un directeur de pompe funèbre si la vie a un sens. Non, je pense que vous avez une idée un petit peu plus affinée que ça. Alors, je vais un peu divulgacher. Si vous voulez blanchir de l'argent ou commettre des activités criminelles, le cash reste encore Parlez devant le micro. La meilleure des options. Le cash est la meilleure des options. Tous les usages du cash ne sont pas criminels, mais tous les criminels utilisent à un moment donné, pour commettre les méfaits et blanchir le produit de leurs méfaits, du cash, ce qui n'est pas le cas de la crypto. Néanmoins, les risques de blanchiment d'argent et de financement du terrorisme par les cryptoactifs sont une préoccupation extrêmement forte. Et lorsque vous m'avez posé la question de savoir est-ce que les cryptoactifs sont la monnaie du futur, je me suis dit, les cryptoactifs peuvent avoir des usages nobles, tels ceux de la monnaie, mais aussi, est-ce que les cryptoactifs se comportent comme la monnaie classique dans ses mésusages, dans son détournement de sa finalité première? Et donc, est-ce que les cryptoactifs peuvent être utilisés comme du cash à des fins de blanchiment? Et donc, s'ils remplissent ces mésusages, est-ce qu'ils se rapprochent, entre guillemets, des fonctions dévoyées de la monnaie? Alors, si on part de l'analyse nationale des risques qui est conduite conjointement par l'ACPR et par la Direction générale du Trésor, j'ai cherché à comparer le niveau de risque tel qu'il était évalué par nos autorités sur trois types de vecteurs financiers: les espèces d'un côté, la monnaie électronique de l'autre, et enfin les actifs numériques. Et on fait un peu la comparaison de leurs caractéristiques intrinsèques et du niveau de risque final. Ces 3 éléments-là comportent la possibilité d'échanger de la valeur de manière anonyme, et donc de transférer la valeur de manière anonyme entre l'émetteur et le bénéficiaire. Alors on parle de pseudonymat pour les actifs numériques. Je ne suis pas convaincu par ce concept de pseudonymat, mais donc je parle donc d'anonymat. Vous allez avoir aussi des moyens d'opacification, pour dissimuler la chaîne de transmission de la valeur. Dans le cas des cryptoactifs, vous avez des actifs qui assurent nativement l'anonymat, ce qu'on appelle les privacy coins, les cryptoactifs confidentiels, qui ne permettent pas d'identifier, de relier une personne physique ou morale à une clé cryptographique privée, et pour laquelle on ne saura jamais, Monero, The Cash, notamment pour citer 2 d'entre eux. Mais vous pouvez faire des sauts de pont entre blockchains pour changer du Bitcoin en Ethereum, et qui permettent donc d'opacifier et de ne plus suivre les chaînes. Vous avez les mixeurs qui permettent de prendre un paquet de transactions, vous les mixez, vous les répartissez, et puis vous avez perdu le point de départ, et donc vous ne connaissez pas le point d'origine. Donc des infrastructures complexes. La monnaie électronique présente la même chose, des cartes prépayées, portabilité, instantanéité, comme le cash. Et donc au final, sur ces 3 instruments, les espèces, monnaie électronique, actifs numériques, vous allez trouver de l'anonymat, de l'instantanéité, la portabilité et des infrastructures qui permettent d'opacifier. Ce qui fait que pour les 3 instruments, vous avez, au sens de l'analyse nationale des risques, ce n'est pas Tracfin ou Alban Genet qui le dit, ce sont les autorités, vous avez un niveau de risque qui est très élevé.
Une fois qu'on a dit ça, on n'a pas dit grand-chose. Regardons les chiffres un petit peu pour voir ce que ça représente, puisque vous avez dit il y a une forme de fantasme, en tout cas de doute qui s'instaure. Quand on regarde les chiffres aujourd'hui, alors le problème c'est des chiffres, un biais méthodologique, c'est les chiffres, les évaluations qui sont faites aujourd'hui sont faites par des acteurs privés, Chain Analysis, TRM Labs, qui sont des outils d'analyse transactionnelle, donc des entreprises, le plus souvent américaines, qui surveillent les flux sur la blockchain, et c'est elles-mêmes qui rapportent, ou en tout cas qui donnent aux autorités publiques, comme TRACFIN, qui est une cellule de renseignement financier, les adresses considérées comme illicites ou soupçonnées de faire du blanchiment d'argent, trafic de stupéfiants et autres. Donc déjà, on a un biais méthodologique, ce n'est pas une donnée indépendante, qu'on est en mesure par ailleurs de vérifier ou en tout cas de challenger. En tout cas, ces acteurs de marché qui surveillent les flux sur la blockchain et qui sont pourvoyeurs de données importantes nous disent les flux illicites sur la blockchain représenteraient aujourd'hui, pour reprendre les chiffres que je m'étais notés, de l'ordre, j'essaie de les retrouver, pardonnez-moi un petit instant. J'avais le chiffre de 50 milliards. Alors moi j'ai 0,14%. La valeur totale des transactions de crypto au monde aurait un soupçon de blanchiment d'argent et de financement du terrorisme. Alors quand on regarde les estimations qui, eux, sont faites par des organismes indépendants de la part du PIB mondial qui serait généré ou lié à des flux illicites, blanchiment d'argent ou financement du terrorisme, on est sur 2 à 5% de transactions illicites sur la part du PIB mondial. Et donc vous avez des gens qui vous expliquent que du coup, les cryptoactifs sont beaucoup plus sûrs et sont beaucoup moins fraudogènes, en tout cas un vecteur qui serait beaucoup moins emprunt à la lutte contre moins enclin pour blanchir de l'argent ou commettre des méfaits et le blanchir. En réalité, ces chiffres-là sont très largement sous-estimés. C'est des chiffres qui sont produits sur un marché oligopolistique par quelques acteurs de place, dont les régulateurs, les superviseurs et les law enforcement agencies à laquelle j'appartenais sont aujourd'hui captifs et capturés, ce qui pose un vrai problème. Et par ailleurs, on estime que c'est beaucoup plus important que cela. Et vous aviez effectivement, Agnès, vous aviez raison, le chiffre aujourd'hui des adresses qui sont identifiées comme illégales, c'est 40 milliards de dollars en 2024 et 51 milliards en 2025. Mais on pense que ces chiffres-là sont largement sous-estimés, avec un point quand même que je voudrais, parce qu'on parlait beaucoup de stablecoin, et on dit le stablecoin, parce qu'il a une valeur stable, ce serait l'avenir, entre guillemets, des actifs numériques. Et en réalité, il est beaucoup plus fraudogène, et il est beaucoup plus utilisé à des fins de blanchiment d'argent ou de financement au terrorisme. On estime aujourd'hui, et pour la 3e année consécutive en 2025, les cryptoactifs stables seront utilisés comme première monnaie de blanchiment d'argent et pour commettre des faits criminels, aux 2 tiers. Les 2 tiers des faits criminels sur la blockchain sont commis via des stablecoins parce qu'il faut assurer une forme de stabilité, même si ce n'est pas de 1 pour 1. Et les criminels sont en mesure de supporter un taux de perte. Et c'est pas neutre parce que quand on regarde les chiffres, si on dit que 2 tiers des transactions illicites se font sur des cryptoactifs stables, on regarde les chiffres, le volume des transactions qui seront réalisées en stablecoin en 2025 sera pour la première fois supérieur au paiement aux monnaies fiduciaires traitées par Visa. On va avoir 27 600 milliards de dollars américains qui seront réglés en cryptoactifs stables contre 13 200 milliards de dollars de transactions via Visa. C'est pas neutre. C'est 2 fois plus. Voilà, c'est 2 fois plus. Et quand on sait que les 2 tiers du blanchiment d'argent se font par des cryptoactifs stables, on a un enjeu majeur devant nous et qui conforte l'idée que les chiffres officiels, bien que non publics, sont probablement sous-estimés. Donc là aussi, il faut faire attention. Alors, nous avons normalement en ligne Natacha Valla, la 5e intervenante de cette table ronde. Est-ce qu'on peut la voir à l'écran? Bonjour Natacha. Ah, on ne t'entend pas. Ah, alors je ne sais pas si c'est bon, ta voix vient. Très bien. Bon. Bonjour. Donc Natacha devait être à Lyon, mais elle est à Lille, et elle a eu des petits problèmes de connexion. Mais on est même content que tu sois parmi nous. Alors, on a d'abord vu que les cryptos étaient un outil technologique nouveau qui permettait de faire des choses nouvelles. Et en même temps, on a eu un tableau assez large, je ne sais pas s'il est exhaustif, mais il a même été assez large de tous les risques
financiers, monétaires, aussi de blanchiment qui sont associés à son usage. Et donc je voulais savoir comment toi tu voyais cette question-là, et puis peut-être amorcer sur ce qui va être le dernier temps de notre discussion, qui est sur quelles questions ça pose plus spécifiquement à l'Europe en termes de souveraineté monétaire et aussi en termes de souveraineté politique. Eh bien, je te remercie et toutes mes excuses de me connecter aussi tard, mais effectivement, c'est peut-être pas la bonne ville en L, mais c'était pas Lyon, c'était Lille. Donc, je vais profiter des quelques minutes qui restent pour dire des choses qui ont sans doute été déjà largement évoquées, d'autant plus avec la qualité d'intervenants qu'on a aujourd'hui. J'aurais 3 points peut-être. Tu évoquais l'évolution technologique extraordinaire que représentent les cryptos, et je me porte en vrai par rapport à ça. Je pense qu'il y a une vraie révolution d'infrastructure avec des dimensions qui sont pour beaucoup novatrices en termes de rapidité des transactions, de contractuels, on va dire. Je ne vais pas revenir là-dessus parce que je suis sûre que ça a été évoqué, avec aussi des caractéristiques. J'ai beaucoup aimé la notion de fraudogénéité de la monnaie et des cryptos. Ça, je pense que c'est plutôt pas mal comme symptôme. Moi, sur cet aspect-là technologique, je pense que en réalité, pour moi, et peut-être qu'en tant qu'ancienne banquière centrale, je suis biaisée, mais je pense que ce sont les banques centrales qui doivent s'emparer de cette technologie, qui doivent les mettre en avant, qui doivent faire en sorte que l'évolution de la forme monétaire soit complètement en phase avec les potentialités technologiques de leur temps. Ça n'a pas toujours été le cas. Je veux dire que la Banque de France a toujours été pionnière, mais la Réserve fédérale, je ne sais pas où ça en est exactement aujourd'hui. Agnès a dû donner des éléments, mais il y a eu du temps pour mettre en marche, en ordre de marche la communauté. Et puis en Europe, j'anticipe un petit peu sur la question que tu posais par rapport aux enjeux européens, mais je pense qu'en termes d'exercice et de processus législatif, on aurait tout intérêt à faire en sorte que la monnaie digitale de banque centrale, l'euro numérique, advienne le plus rapidement possible, sous la forme qui sera jugée la plus utile, que ce soit une forme de détail ou une forme de wholesale. Ça, c'est une autre discussion et je pense qu'on n'a pas tellement le temps de rentrer là-dessus. C'était mon premier point. Le second point, il est plus lié aux stablecoins de façon particulière, puisqu'on a eu un renouveau en tout cas du discours public autour de ces outils qui sont déjà un petit peu aguerris, mais qui ont refait surface, on va dire, dans une dynamique de développement, notamment suite à l'évolution du cadre législatif et de l'administration américaine aux États-Unis. Pour moi, les stablecoins, encore une fois, et là je serai un peu dans la provocation, mais je ne vois pas la grande innovation par rapport aux instruments de la finance traditionnelle. Alors évidemment, on peut apporter beaucoup d'éléments pour expliquer pourquoi c'est nouveau, etc. Mais pour moi, c'est quand même une asset-back asset qui existe conceptuellement depuis très très longtemps, qui pour le coup en plus est adossé à des actifs financiers traditionnels, des réserves, en l'occurrence pour le marché américain en dollars. Donc je pense que l'innovation, elle est surtout commerciale, surtout marketing. Il y a eu en plus des évolutions. Là, on arrive à des formes un petit peu plus évoluées, mais pendant longtemps, ça n'a pas payé d'intérêt alors que ça en générait très largement. Enfin, tout ça est assez classique. Et dans le fond, on peut pas en vouloir à ces développements financiers de vouloir faire des choses rentables. Mais je suis pas sûre que le citoyen final, il retrouve finalement son compte et que l'investisseur final, il trouve un compte beaucoup supérieur à l'écosystème qui existait auparavant, notamment quand on prend en compte la dimension de stabilité financière. Et encore une fois, je pense que ça a été évoqué par Céline et peut-être par Jean. Malheureusement, je n'ai pas pu entendre ce qui a été dit. En revanche, c'est vrai que les stablecoins, dans le moment historique qui est le nôtre aujourd'hui, c'est un cheval de Troie du positionnement du dollar comme monnaie dominante. C'est un secret de polichinelle. Aujourd'hui, le positionnement de l'administration américaine sur tous les aspects de sa politique économique a quand même tiré une balle dans le pied au dollar comme monnaie dominante. Ils essayent de se rattraper en introduisant des instruments qui, s'ils arrivent à être diffusés suffisamment largement au niveau de la planète, pourraient se substituer.
au motif antérieur de détention du dollar à l'extérieur des frontières des États-Unis. Mais en tout cas, là, pour moi, il y a un enjeu politique majeur, il y a un enjeu géopolitique majeur auquel l'Europe doit être en mesure en tout cas, de réfléchir à minima, et de répondre potentiellement. Et là, on retombe, pour terminer, sur des problématiques qui sont assez anciennes, mais qui n'ont pas forcément pu être mises en avant dans des circonstances précédentes, que sont le rôle international de l'euro, que sont aussi le fait qu'on puisse vouloir en Europe défendre le fait qu'une monnaie, et je terminerai là-dessus, une monnaie, c'est quand même, ça a une dimension de bien commun. La monnaie de banque centrale, elle est émise par délégation de l'État en fonction d'un ordre constitutionnel quand même très stable, très démocratique, très défini, à une banque centrale qui est censée être indépendante, qui est censée être aussi le prêteur en dernier ressort en cas de pépin. Donc il y a quand même beaucoup de très très bonnes raisons pour que tous ces développements-là soient respectueux des différentes fonctions de la monnaie, qu'elles soient fonctionnelles, institutionnelles, historiques, ethnologiques. Voilà, je m'arrête là-dessus. Merci Natacha. Alors j'ai oublié de te présenter, hein, donc tu es doyenne de l'école du management et de l'innovation de Sciences Po, et puis tu as un parcours atypique puisque tu es passé par la Banque Centrale Européenne, mais aussi par une grande banque d'affaires américaine. Donc tu connais à la fois le public européen et le privé, très privé américain. Donc c'était particulièrement intéressant de t'entendre avec ce background. Alors tu as commencé, Natacha, à parler de la question européenne. Je voudrais juste qu'il y ait peut-être un ou deux intervenants qui réagissent sur les questions que ça pose en termes de souveraineté à la fois de politique monétaire et de souveraineté même géopolitique de l'Europe, sachant qu'il y a beaucoup de questions et je voudrais même pouvoir en prendre quelques-unes. Agnès. Oui, merci de mettre au centre cette question de la souveraineté qui se pose, comme l'a dit Natacha, à la fois sur le volet monnaie de gros et monnaie de détail. Sur monnaie de gros, je parlais tout à l'heure. Alors, pas précise, monnaie de gros, monnaie de détail. C'est les échanges interbancaires. Et donc, il y a des projets de l'Eurosystème de créer des rails, comme j'ai dit, pour faire circuler la monnaie privée, monnaie banque centrale et les actifs tokenisés. Il faut savoir que des grands acteurs américains se positionnent sur le sujet. Ils veulent privatiser les rails. Donc on a Google, Circle, on a plusieurs projets en cours. Donc là, il y a une course de vitesse. Mais sur le volet détail, qui est peut-être plus familier pour les participants ici à cette table ronde et l'audience, en fait, ce qu'on constate, c'est un recul de l'utilisation des espèces dans les paiements. Et une augmentation en parallèle, surtout des paiements par carte, et un petit peu aussi des applications variées sur mobile. Et là, ça pose une question de souveraineté. Pourquoi ? Parce que si on regarde les pays de la zone euro, dans seulement 5 pays, dont la France, si le duopole Visa Mastercard arrêtait de fournir des services du jour au lendemain, ce qui est on a vu sur les terres rares, sur le semi-conducteur, des ruptures de fourniture, donc on peut imaginer ça aujourd'hui, malheureusement. Et bien, dans seulement 5 pays, on pourrait continuer à faire des paiements par carte. Donc en France, grâce au GIE carte bancaire, il y a Girocard en Allemagne, il y a quelques pays comme ça. Mais dans les autres pays, ils ne pourraient plus faire de paiement par carte. Ils sont complètement dépendants. Et même en France, je pourrais payer mon hôtel à Lyon, je ne peux pas payer mon hôtel à Madrid ou à Rome. Pas possible. Donc, on a quand même une union monétaire qui n'a pas de système pan-européen de paiement de détail indépendant du reste du monde. C'est le vrai sujet. Et donc, c'est dans ce panorama que s'inscrit le projet d'euro numérique, qui est combattu vigoureusement par les banques, à mon avis pour de mauvaises raisons. On peut y revenir. Donc le projet d'euro numérique, en fait, c'est de proposer dans le domaine du paiement de détail une monnaie numérique de banque centrale, donc comme le sont les billets, qui est aujourd'hui le seul paiement de détail au point de vente
qui est de la monnaie banque centrale. Et donc pour maintenir ces trois valeurs dont je parlais tout à l'heure, l'unicité, l'élasticité et la lutte contre la fraude. Bon, je sais qu'il y a de la fraude avec les billets, mais il y a quand même aussi beaucoup de technologies dans les billets, il faut le rappeler. C'est pas pour se substituer aux billets, puisque les billets, il y a même une nouvelle coupure qui est en projet, mais c'est pour compléter, avoir donc en fait une résilience, d'avoir beaucoup de moyens de paiement possibles, mettre la pression aussi pour diminuer les frais. Jean parlait des frais, puisque quand il y a un duopole, évidemment, il exploite la rente, et donc les frais pour les commerçants sont énormes. Donc mettre de la concurrence là-dedans, de la résilience, c'est-à-dire qu'à tout moment, il y ait des moyens de paiement disponibles. On sait qu'il peut y avoir des coupures d'électricité, il peut y avoir des attaques cyber, il peut y avoir toutes sortes de choses, des inondations, qui font que certains moyens de paiement ne sont plus disponibles et on a d'autres moyens de paiement. De maintenir le système bancaire à 2 étages, donc sur les banques qui distribuent cet euro numérique, avec d'autres services, comme par exemple le paiement conditionnel. Donc vous achetez, je sais pas, un nouveau frigo, et le paiement est déclenché automatiquement quand vous avez signé la livraison, que la livraison a été effectuée. Donc je pense qu'il y a des fintechs qui sont très intéressés pour se placer sur ces nouveaux services. Le fait que cet euro numérique devra être accepté obligatoirement par tous les commerçants fait que d'emblée, on aura les effets de réseau qui nous manquent aujourd'hui pour combattre les acteurs en place, puisqu'il faut surmonter les habitudes de paiement qui, comme on sait, sont extrêmement inertes. On a tendance à utiliser toujours les mêmes moyens de paiement. Il y a d'autres innovations qui sont en cours, notamment vous utilisez peut-être déjà Wero, qui a remplacé Paylib en France et qui maintenant permet de faire des paiements par mobile, directement avec le numéro de téléphone, non seulement en France, mais dans tous les pays du Nord. Malheureusement, pas dans les pays du Sud, puisqu'il y a un autre système qui s'appelle Europa, en Espagne, en Italie et au Portugal, et qui n'est pas interopérable avec Wero. Donc on voit que le secteur privé aussi a encore des pas à faire. Peut-être juste pour terminer, pourquoi les banques s'opposent. Je pense qu'elles s'opposent sur... Oui, c'est simple. Elles craignent que les déposants, vous et moi, on aille mettre une partie de nos dépôts à la Banque Centrale Européenne, et donc elles perdent une base qui est tout à fait précieuse pour elles. Voilà, donc ce risque, naturellement, il nous intéresse énormément puisque c'est de la stabilité financière, donc on l'a chiffré et on n'a pas vu le problème. Aujourd'hui, en fait... Je prends juste le cas de Silicon Valley Bank dont on parlait tout à l'heure. Il n'y a pas de dollars numériques aux États-Unis. Ça n'a pas empêché du tout les retraits massifs, instantanés, pour aller sur d'autres banques, pour aller sur du cash, pour aller sur d'autres stablecoins, etc. Donc je pense que cet argument, il est quand même assez faible. Surtout que parallèlement, les banques disent qu'il n'y a pas de cas d'usage pour le euro numérique. Donc s'il n'y a pas de cas d'usage, je ne vois pas pourquoi les gens basculeraient sur l'euro numérique. Donc je pense que Et puis alors après, il y a un autre argument sur les coûts, qui se base sur une étude de PwC qui, à mon avis, est complètement inflationniste, qui a pris les coûts banque par banque et qui a multiplié. Mais en fait, il y a des économies d'échelle. Il y a des groupes bancaires, il y a des coordinations entre banques, on va partager des infrastructures. Donc je pense que tout ça est un peu irrationnel et qu'en réalité, le but n'est absolument pas de se substituer aux banques. Au contraire, c'est de permettre aux banques de rester bien en ligne avec les besoins de leurs clients et dans le monde numérique. Et donc de pouvoir offrir aussi ce service. Les banques ont toujours proposé des espèces à leurs clients, c'est-à-dire ça leur coûte de l'argent. Et le fait que l'usage des espèces diminue, ça ramène des dépôts aussi. Et ça, ils ont tendance à l'oublier. Le lobbying, en tout cas, est puissant. Alors, il y a beaucoup de questions. Je voudrais qu'on en prenne une très vite, qui est sur la menace que représente l'informatique quantique. Parce que toutes ces cryptos, ça repose sur des clés qui sont a priori inviolables, mais l'informatique quantique va démultiplier les puissances de calcul de manière tout à fait importante et pourrait faire sauter les verrous. Est-ce que quelqu'un a un élément de réponse là-dessus? Non. Alors, c'est un sujet majeur. Oui, ça, je suis bien d'accord. Sur lequel le G7, donc vous savez que la France va prendre la présidence du G7 pour 1 an à partir du 1er janvier 2026. Mais dès cette année, dans le cadre de la présidence canadienne, a mis ce sujet sur le dessus de la pile. Et en effet, il y a une course-poursuite pour faire des tests et pour avancer sur ce qu'on appelle la cryptographie post-quantique, donc permettre de protéger les systèmes financiers
par rapport à de nouvelles intrusions grâce à des personnes malveillantes qui voudraient donc craquer. Et craquer, voilà, c'est ça. Mais peut-être Alban en sait davantage. Malheureusement, non. Bon. J'aimerais beaucoup, voilà, donc non. Bon. Autre question qui est revenue à plusieurs reprises, c'est le lien Bitcoin-or. Alors, on sait bien que les inventeurs du Bitcoin ont travaillé l'analogie avec l'or. Ils parlent de minage, ils parlent... et donc, mais il y a pas mal de questions là-dessus, parce que normalement, d'après le dispositif qui est en place, il ne doit jamais y avoir plus de 21 millions moins 1 Bitcoin. Et donc, il y a une rareté, comme l'or. Est-ce que ça peut assurer une forme de valeur? Ou est-ce que la comparaison n'a aucune pertinence? Jean? Il y a une logique qui est assez claire, c'est que pour qu'il y ait une bulle financière, il faut qu'il y ait la rareté. Si ça peut être produit à l'infini, ça n'a aucune rareté, donc ça n'aura aucune valeur. Donc une bulle, c'est sur les timbres, les vieux timbres de 1849, c'est sur un tableau rare, sur l'or, etc. Et finalement, c'est dans les yeux de ceux qui le regardent. C'est-à-dire que ça peut, on l'a dit plusieurs fois, ça peut perdre complètement de valeur si les gens décident que ça n'aura pas de valeur. Aujourd'hui, par exemple, si on décidait que la Joconde, les reproductions de la Joconde qui sont indiscernables à l'œil nu de la Joconde elle-même, ont la même valeur que la Joconde parce qu'elles ont la même utilité à regarder, la Joconde n'aurait plus de valeur. Donc c'est très clair. L'autre analogie, tu l'as mentionné, c'est qu'effectivement il y a un gâchis, de même qu'autrefois il y avait des gens qui creusaient l'or, il y en a toujours d'ailleurs, qui vont chercher de l'or simplement pour s'enrichir aux dépens des autres, parce qu'il faut bien comprendre que ça ne crée aucune valeur sociale. De même, aujourd'hui, on fait, c'est d'ailleurs des mining, on va rechercher des bitcoins en dépensant de l'argent en serveurs spécialisés et en énergie. Donc, ce qui est très difficile pour un économiste, c'est de prédire où vont se trouver les bulles, où elles vont faire surface d'une certaine manière, puisque comme c'est complètement arbitraire, c'est tous dans l'anticipation. Tout ce que je peux vous dire, c'est que des bitcoins, que ce soit les stablecoins ou les bitcoins, il y a des centaines de milliers. Hein. Et donc, même s'il y en a des dominants, 2 dans chaque cas, c'est quand même le fait est que la plupart vont disparaître. C'est un peu comme avec les NFT. Tout ça, ça peut disparaître du jour au lendemain. Il y en a quelques-uns sur lesquels qui sont des points focaux, comme l'or l'a été pendant des siècles. Voilà, c'est du gâchis économique, c'est tout ce que j'ai à dire. Céline, tu veux rajouter un... Oui, non, je crois que Jean a dit l'essentiel. Bon, c'est vrai qu'il y a cette, effectivement, analogie qui est faite, mais d'ailleurs, c'est un des problèmes, justement, du Bitcoin que tu évoquais, parce que le fait que ce soit effectivement plafonné fait que c'est, ce qu'on dit souvent, c'est un cryptoactif déflationniste, par le fait que, effectivement, il y a une demande toujours croissante pour une offre qui sera limitée. Alors déjà, c'est ce qui fait que ça peut pas être une réserve de valeur, parce qu'effectivement, ça fait que l'offre ne s'adapte pas à la demande. On l'a pas trop évoqué, mais c'est vrai qu'une des fonctions des banques centrales, c'est justement de réguler cette offre de monnaie, et c'est bien utile quand même en période de crise, puisque ça permet d'avoir une monnaie qui reste stable. Et c'est quand même, enfin voilà, la politique monétaire, c'est quand même un instrument important qui a été utilisé et qui, dans les années 2010 et suivantes, nous a aussi permis, sans doute, je pense, une régulation de la crise importante avec la politique budgétaire. Ça a été quand même 2 outils importants. Là, on se prive de cet outil, et il est vrai que la demande, pour l'instant, est importante, mais comme le disait Jean, on ne sait pas du jour au lendemain. On est vraiment, pour moi, c'est quasiment une chaîne de Ponzi, en fait. On est vraiment sur un effet, pour l'instant, on a de l'engouement, mais à la limite, pour une raison X ou Y, demain, vous avez une chute de cet engouement, la valeur tombe à 0. Donc, en fait, voilà, il faut vraiment avoir en tête que ça reste un actif risqué. Une autre question. Je peux Pardon, Agnès. ajouter une toute petite chose, parce que je pense que une distinction entre l'or et le Bitcoin, c'est que dans le cas de l'or, la rareté est minérale, c'est lié aux découvertes de nouveaux gisements, alors que le Bitcoin, elle est fabriquée et elle est nécessaire en fait. Parce que comme on l'a dit au début, le Bitcoin circule le principe c'est un registre distribué, et donc il faut valider chaque transaction. Donc il y a des mineurs qui doivent être rémunérés. Comment rémunérer ces mineurs? Il faut qu'il y ait une rente, et pour qu'il y ait une rente, il faut que la quantité soit limitée. Et donc la quantité ne peut pas augmenter. Et donc ça prouve aussi que ça ne peut pas accompagner l'économie dans ses besoins, puisque la quantité est fixée. Voilà.
On sait bien que quand le système monétaire reposait sur l'or, ça a été un frein à la croissance, au XVIe, XVIIe siècle notamment, et que l'or qui était arrivé du Pérou avait permis de débloquer une situation dans un système monétaire qui était trop contraint auparavant. Autre question sur la taxation, c'est-à-dire si l'argent passe par des circuits privés décentralisés, est-ce que ça ne pose pas des problèmes pour l'impôt ? Alors on parle beaucoup d'impôts en ce moment, là on en parle de manière un peu différente, c'est rafraîchissant. Alban ? Dès 2018, quand Jean-Pierre Landau s'est penché sur la question des crypto-monnaies à l'époque, aux grandes dames du gouverneur de la Banque de France d'alors qui parlait de crypto-actifs, c'était une querelle sémantique, la question de la taxation des crypto-actifs s'est posée. Pour éviter justement ces points de fuite dans le système qui consistent à soustraire de la valeur économique, sociale aux circuits traditionnels, déclaratifs et autres. Aujourd'hui, on a pendant très longtemps lutté contre les paradis fiscaux avec la mise en place des 2 piliers sous l'égide de l'OCDE, etc. Nous, ce qu'on voyait à Tracfin, c'est que plus les paradis fiscaux, ce sont les paradis crypto. Aujourd'hui, Binance, si vous avez ceux d'entre vous qui ont un wallet Binance sur leur téléphone, sachez que vous êtes probablement hébergé aux Seychelles, où vous n'êtes peut-être jamais allé. Et donc, les revenus et les flux sont générés depuis les Seychelles. Et donc, évidemment, quand l'administration fiscale, la DGFiP, ou quand l'administration de lutte contre le blanchiment, Tracfin, ont des questions au titre de la coopération européenne et internationale, eh bien, on ne renvoie pas vers le bureau parisien, on nous renvoie vers le bureau seychellois, où on ne peut pas nous répondre parce qu'il n'y a pas de réglementation qui encadre l'activité de prestation de services en crypto-actifs. Et donc le vrai combat aujourd'hui en matière de taxation, de lutte contre la fraude fiscale, il y a tous les efforts qui ont été engagés sur les l'OCDE qui produisent des résultats, et c'est la capacité à repousser la frontière technologique de la lutte contre la fraude fiscale sur la blockchain, sur les chaînes de blocs et sur les applications numériques. Il y a une directive très importante qui prévoit l'échange systématique d'informations entre les administrations fiscales sur les transactions en crypto-actifs, qu'on appelle de son doux nom DAC 8, qui est en cours de discussion pour faire la même chose que ce qu'on a fait dans le cas de l'OCDE, où on échange, on fait tomber le secret fiscal sur les comptes bancaires. Il faut faire tomber le secret fiscal sur les comptes crypto. Et quand on regarde le Forum de stabilité financière, ils ont fait un suivi de la feuille de route de la réglementation en matière de crypto-actifs. Et on voit bien qu'il y a une régulation à 2 vitesses, y compris contre la fraude. Les pays membres du Forum de stabilité financière, le G20, disent notre enjeu, c'est la coopération transfrontière, c'est l'échange d'informations, etc. Et ceux qui sont non membres, donc à 60, c'est leur préoccupation première. Et ceux qui sont non membres du FSB disent notre préoccupation première, c'est l'éducation, le capacitaire, développer des connaissances. Et donc on a bien des préoccupations qui sont différentes parce que des intérêts économiques différents. Dernière question, c'est pas parce qu'il n'y en a pas d'autres, c'est que le temps tourne et je voudrais une réponse courte même si elle est essentielle. C'est en quoi la montée des cryptos, en particulier des stablecoins, peut menacer l'efficacité de la politique monétaire. Peut-être Natacha un mot et Agnès. Oula, c'est plutôt Agnès là aujourd'hui qui a cette expertise-là. Oui, mais en fait, c'est un autre point de vue qui m'intéresse. Il y a la question internationale que j'évoquais tout à l'heure, et là je pense que c'est vraiment essentiel parce que si on a effectivement une substitution dans l'usage des stablecoins à des choses qui auraient été associées à la circulation, du stockage ou de l'utilisation pour les transactions d'une monnaie, uniquement d'une monnaie souveraine émise par une banque centrale, alors ça veut dire que la proportion des flux qui vont être concernés, ou la proportion des stocks qui vont être concernés d'ailleurs aussi, va échapper à la transmission traditionnelle de la politique monétaire, qui est une transmission essentiellement quand même, j'imagine qu'aujourd'hui c'est principalement revenu sur des transmissions de taux, mais il y a aussi des transmissions liées à toutes les opérations non conventionnelles des banques centrales. Donc je pense que le canal le plus important, c'est plus le canal lié à la stabilité financière et à la diffusion des risques, notamment des risques envers le citoyen final, le retail user, qui s'expose pour le coup à des fluctuations à des phénomènes qui sont moins contrôlés par la Banque centrale, on va dire ça comme ça, et donc qui peuvent échapper à toute cette protection-là. Moi, je pense que c'est un peu comme ça que je dirais les choses. Après, sur les canaux de transmission standards de la politique monétaire,
il reste opérant tant que les canaux d'intermédiation le restent aussi, modulo tout ce qui est gestion du paquebot bilan à la hausse ou à la baisse sur les volumes. Mais ça, c'est un autre sujet. Agnès ? Alors, la politique monétaire, c'est surtout, avant tout, la variation des taux directeurs de la Banque centrale. Donc, quand, par exemple, la Banque centrale baisse ses taux directeurs, alors les banques qui se refinancent à la Banque centrale à un taux plus bas vont répercuter cette baisse de taux dans les taux prêteurs. Et c'est comme ça que se transmet la politique monétaire, donc via le crédit. Maintenant, si on passe dans un monde où les banques ont été dépecées de leurs clients, de leur base de dépôt, eh bien, ce canal s'affaiblit. Donc, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas du tout de transmission de la politique monétaire, puisque finalement, si les émetteurs de stablecoins vont pouvoir éventuellement modifier... Alors, il y a un point qui est très important, parce que les émetteurs de stablecoins n'ont pas le droit de proposer des rémunérations à leurs clients. Donc si vous avez des stablecoins, des jetons stables, normalement ils ne sont pas rémunérés. Alors, c'est évidemment, toute régulation est immédiatement contournée. Et donc, maintenant, on a des plateformes qui proposent, en effet, des rémunérations, c'est-à-dire que en fait, vous apportez vos jetons stables, et ils sont utilisés comme collatéral pour la plateforme, pour, elle, emprunter, donc avoir un effet de levier, et donc proposer une rémunération qui est une forme, en effet, enfin, c'est un jeu de Ponzi. Hein, et donc, voilà, donc... Est-ce qu'on veut vraiment que la transmission de la politique monétaire passe par ces canaux-là, ou est-ce que, nous, on est plutôt dans l'idée qu'il faut garder ce système qui a prouvé sa résilience, notamment en Europe. Hein, je rappelle que les banques en Europe ont extrêmement bien passé les différentes crises bancaires qui ont eu lieu aux États-Unis, en Suisse, dans les dernières années. Donc, on a quand même un système très stable et qui transmet la politique monétaire, puisqu'en Europe, les financements des entreprises passent essentiellement par les banques. Et donc, je pense que ça, c'est quand même un actif qu'il faut qu'on préserve. Merci. Il y avait une question à laquelle nous ne répondrons pas, et je suis catégorique là-dessus, qui était « qu'entend-on par médecin salarié ?» parce que je pense que ce n'est pas une question qui était adressée à cette table ronde. Nouveau démon et vieux monde, nouveau monde et vieux démon, je vous laisse choisir, continuer d'y réfléchir. Vous avez une session cet après-midi donc, sur les systèmes de paiement, ici même à 14h, et je pense effectivement que... Remercie le panel.